vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien cette nouvelle année qui commence. Le gouvernement a donné l'automne dernier son feu vert à des opérations de dragage dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. C'est là où vivent des colonies de belugas et aussi d'autres mammifères marins, mais aussi toute une faune et une flore locale. Des travaux d'excavation de sol et de sédiments sous l'eau sont opérés à chaque année dans le fleuve Saint-Laurent pour permettre la bonne circulation des navires. Cela occasionne souvent le relargage de matières en suspension et de contaminants, et aussi beaucoup de bruit et de dérangement pour les espèces animales de ces écosystèmes. Draguer le Saint-Laurent peut-il nuire aux espèces indigènes? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous voulions revenir sur l'annonce du gouvernement d'opérer des opérations de dragage dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et de leur impact potentiel sur cet écosystème fragile. Pour en parler, je suis en compagnie de Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour. Bien le bonjour. Je suis aussi en compagnie de Pierre Belland. Docteur Pierre Belland est spécialiste du milieu marin biologique, de la contamination de la chaîne alimentaire et de ses effets. Bonjour. Bonjour. Les opérations de dragage ne sont pas rares dans le fleuve Saint-Laurent. Des milliers de mètres cubes de sédiments seraient dragués chaque année, essentiellement pour faciliter la navigation. La Société des traversiers du Québec a d'ailleurs obtenu le feu vert pour les travaux dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, situé à l'embouchure du fjord de la rivière Saguenay au Québec. C'est une aire marine protégée. Il s'agit d'un écosystème sensible qui accueille des espèces comme les colonies de belugas, des petits rorquals ou des baleines bleues. Monsieur Michaud, je viens de parler des mammifères marins. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les espèces que l'on retrouve dans ce parc et comment elles se portent? Bien, en fait, le parc marin qui va très bientôt s'agrandir. C'est une très bonne nouvelle qu'on a eue au cours de la dernière année. Mais le parc marin accueille à chaque été une dizaine d'espèces de mammifères marins différents. Certains sont résidents, comme les belugas. Ils quittent à peine le parc marin quelques mois par année pour se diriger vers le golfe. Et les autres, par contre, sont presque tous des migrateurs qui viennent dans les eaux du parc marin à différents moments, principalement pour se nourrir. On parle des grands rorquals bleus, mais aussi des rorquals comme un petit rorqual à bosse. Il y a des marsouins qui sont abondants cette année. On a eu beaucoup de dauphins. Il y a évidemment plusieurs espèces de pinnipèdes, là, les phoques communs, qui sont aussi des résidents annuels, les phoques gris, phoques du Groenland. Alors, c'est un endroit qui est très riche et diversifié. Oui. Comment elles se portent, toutes ces espèces-là? On entend parler beaucoup du beluga, mais... Oui, le beluga a toujours et encore des problèmes. C'est une population qui est en voie de disparition. On connaît un peu l'historique de la chasse intensive dont cette espèce a été victime, en quelque sorte, arrêtée en 1955, cette chasse-là. Depuis, la population ne s'est pas vraiment rétablie et elle fait face à une multiplication d'impacts de nos activités. La contamination chronique de la chaîne alimentaire est probablement encore et toujours une des principales limites au rétablissement de cette population-là. Mais toutes nos activités, la navigation, que ce soit la navigation de plaisance, la grande navigation, le transport maritime, et comme vous le mentionnez, les traversiers et le dragage sont tous des activités qui sont susceptibles d'avoir un impact sur cette population. Et c'est peut-être la somme de tout ça qui fait que les belugas ne se rétablissent pas, mais on tente toujours de comprendre pourquoi. Oui, et la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie veut draguer justement les sédiments du port de Gros-Cacuna pour la prochaine décennie. Monsieur Belland, rappelez-nous un petit peu les raisons derrière ce projet. Eh bien, évidemment, dans l'entrée d'un port, le dragage vise à faciliter l'accès aux navires, l'accostage. Évidemment, c'est des endroits fermés. Et on a empiré le dépôt de sédiments en faisant des murs pour bloquer, pour approcher, les bateaux approchent et s'accrochent.
Et les sédiments, comme ça ralentit le courant, les sédiments qui est dans l'eau, qu'on ne voit pas vraiment, sauf parfois par la couleur de l'eau, se déposent dès qu'il y a un ralenti. Alors, d'entrée départ, c'est les endroits qui s'ensablent le plus. Et c'est là que les dragages doivent se faire, je pense, en priorité, très bientôt. Le port de Rivière-du-Loup, pour les mêmes raisons, et le port de Gros-Cacouna. Oui. Et le Gros-Cacouna, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ce projet de dragage? Ben, effectivement, c'est inquiétant parce que plus que le port de Rivière-du-Loup, puis Robert me corrigera, toute la région en face du port de Cacouna est très importante pour les belugas. Les femelles vont là avec leurs petits. Vous vous rappellerez peut-être qu'en 2014 ou 2015, il y avait un projet de faire du port de Cacouna un terminal gazier. Mm-hmm. Et nous avons tous les experts des belugas ont lutté contre ce projet parce qu'il allait être nuisible pour les mères belugas et les veaux qui circulent dans ce secteur-là. Et finalement, le projet a été abandonné à cause des belugas. Alors maintenant, si on propose de faire un autre projet, les mêmes arguments vont être soulevés par ceux qui s'intéressent à la protection des belugas. Et c'est pas seulement ceux qui s'y intéressent, mais comme c'est une population menacée, il y a une loi qui s'applique. Et il va falloir faire appliquer la loi, donc faire des études et avoir un avis, le meilleur avis scientifique possible. Et cette fois-ci, un avis qui est éclairé et qui est fait par des spécialistes. Dans le cas du port de Gros-Cacouna, il y avait des groupes qui sont allés en cours, dont moi-même, puis Robert avait témoigné. On n'avait pas observé la loi. Alors, j'espère que cette fois-ci, on va l'observer. Oui. Quels sont les risques pour donc les espèces indigènes telles que le beluga dans cette zone, M. Michaud? En fait, les activités comme le dragage ont plusieurs impacts potentiels. On va se concentrer sur les belugas dans un premier temps. Les premiers impacts, c'est des impacts qu'on pourrait plus dire indirects, c'est sur leur source d'alimentation quand on drague, que ce soit le prélèvement des sédiments ou le relâchement des sédiments, parce que c'est les deux phases. Souvent, on va recueillir des sédiments, on va les déplacer, on va les redéposer ailleurs, et on change la structure des fonds marins. Fonds marins dans lesquels on peut retrouver certaines des espèces dont se nourrissent les belugas. Alors, le premier impact est un peu indirect, c'est est-ce que le dragage a un impact sur les sources d'alimentation des belugas, et comme le beluga, somme toute, ne vit pas très bien, bien, on s'inquiète de tous ces types d'impacts-là, quels seraient leurs effets cumulatifs sur le rétablissement de la population. Ça, c'est un premier type d'impact qu'on peut identifier, qu'on peut tenter d'atténuer, mais plus difficilement. Des impacts qui sont, eux, plus directs. C'est que les activités de dragage font du bruit, ça amène des navires à se déplacer, et le bruit et les déplacements de navires, le déplacement physique des navires, sont susceptibles, eux aussi, d'avoir des impacts, mais plus directs sur les belugas. Comme les premiers, ces impacts-là, on peut tenter de les atténuer en faisant les travaux dans des périodes où les belugas sont moins présents, ou en déployant des efforts de surveillance autour des sites où ces travaux se font là pour, par exemple, arrêter des travaux quand les belugas sont détectés à proximité. Et dans le cas des travaux de dragage à Rivière-du-Loup, qui se font depuis quand même assez longtemps, ces mesures-là sont en place. Et vise justement à rendre le plus acceptable possible ou le moins dérangeant possible ces activités-là. Alors, dans le port de Cacouna, la même approche est proposée, c'est-à-dire de trouver une période pendant laquelle ces travaux-là peuvent se faire à moindre impact, mais ça se fait pas sans impact. C'est pas aussi spectaculaire que les impacts on pressentait si la société portuaire avait eu à modifier son port pour accueillir des activités de pétrolières ou de grandes gazières, parce qu'il y avait eu aussi un projet au début des années 2000 pour recevoir des gazoducs, parce que là, on parlait de faire des extensions à l'extérieur, puis s'en aller directement dans l'habitat, mais même ces activités-là qui sont plus restreintes, comme on est dans l'habitat essentiel des belugas, comme on est à la limite du parc marin dans lequel on fait des efforts considérables pour aider les belugas, mais ces activités-là doivent être
examiner très attentivement et on devrait faire tout ce qui est possible pour en atténuer les impacts. Pour ces activités-là, il y a des bonnes façons d'atténuer les impacts directs. Les impacts indirects, là, il y a plusieurs inconnus. Alors, à savoir comment le dragage peut remobiliser des contaminants, comment ce dragage-là aura un impact sur les proies des belugas. Là, la réponse est moins claire. Là. Il y a peut-être des investigations qui devraient être poursuivies pour nous éclairer dans ces impacts-là et les choix à en faire. Oui, surtout que le parc marin est une pouponnière pour cette espèce-là. Surtout à certaines périodes de l'année, ça doit être plus critique finalement. En fait, l'avis scientifique qui avait été émis pour le programme de dragage à Cacouna, puis on pourrait imaginer des recommandations semblables pour... je m'excuse. L'avis scientifique qui avait été produit pour le dragage à Rivière-du-Loup, justement, ciblait des actions pour réduire l'impact sur les femelles avec les jeunes. Les femelles enceintes en particulier, on s'inquiète de leur capacité à acquérir assez d'énergie pour compléter leur cycle de gestation au printemps. Alors, on fait beaucoup d'efforts pour protéger les femelles au printemps. Et c'est pour ça que le dragage printanier a été interdit puis reconduit à l'automne. Pas pour dire qu'à l'automne, il n'y aura pas d'impact, mais ces impacts-là pourraient être moins critiques pour les belugas. Fait que vous avez raison de dire que le parc marin, en quelque sorte, abrite une population fragile des belugas du Saint-Laurent, puis la période la plus fragile, la plus critique, c'est peut-être la période la fin de la gestation et la naissance des jeunes, le printemps et l'été. Et malheureusement, c'est la période où nous, les humains, sommes le plus actifs sur le fleuve parce que l'hiver, il y a la glace et tout ça. Alors, on a un défi de cohabitation assez important avec les belugas. Il faut être très ingénieux, il faut être très prudent, puis il faudrait toujours inclure les belugas dans nos préoccupations. Oui. Du côté des espèces, le port de Contrecœur en Montérégie sera lui aussi agrandi et dragué, ce qui risque de nuire à l'espèce en voie de disparition, le chevalier cuivré, avec la destruction d'un habitat essentiel à l'espèce. Les poissons sont moins visibles, mais ça importe aussi de veiller sur ces espèces. Dans le passé, le dragage a nui à des espèces comme le bar rayé. Monsieur Bélan, pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement. Robert a souligné quelque chose de très important, c'est que quand on mobilise les sédiments, quand on les enlève à un endroit, qu'on fait des activités, on n'a pas un impact seulement sur les espèces qui sont là. Alors, à Contrecœur, le chevalier cuivré va être affecté. Dans la région de Rivière-du-Loup ou Cacouna, il y a des populations de poissons aussi qui sont pas ce qu'elles étaient autrefois. Je pense par exemple au hareng. Le hareng, c'est une espèce fourragère. Beaucoup d'espèces marines se nourrissent de hareng et de capelans. Ces deux espèces-là ont connu des baisses énormes dans leur population. Et ça ne dépend pas nécessairement de ce qui est fait sur place. Et je reviens à Contrecœur, c'est que c'est peut-être un secteur qui est plus contaminé ou moins contaminé que Cacouna et Rivière-du-Loup, mais ça dépend de quel contaminant on parle, puis on n'a pas les données vraiment. Mais c'est les contaminants qui sont soulevés des sédiments à Contrecœur pourraient se rendre beaucoup plus loin que ce qu'on pense. J'ai démontré il y a plusieurs années que des contaminants qui venaient du lac Ontario se retrouvaient dans les belugas du Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que ces contaminants-là sont mobilisés dans la chaîne alimentaire, sont mobilisés et peuvent être présents dans des particules auxquelles ils sont absorbés, peuvent être présents dans du plancton qui sont ensuite prises, mangées par des espèces de poissons qui migrent, qui descendent, et il y a comme une chaîne de transport de l'amont vers l'aval. Et ça peut se retrouver dans les estomacs des belugas ou des poissons qui vivent très loin en aval. Oui. Alors, pour savoir si c'est possible ou non, il faut avoir l'information et les données, et on ne les a pas complètement. Oui. Comment... Il y a aussi des sédiments locaux qui pourraient être mis en circulation dans la région de l'estuaire où sont les belugas. Il peut y avoir des hydrocarbures, des HAP qui sont dans les sédiments près des ports. C'est fréquent près des ports. Et c'est tout ça qu'il faut connaître pour mesurer vraiment l'impact, non seulement sur le beluga, mais sur la chaîne alimentaire qui les supporte.
La chaîne alimentaire est aussi importante que le beluga. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, vous avez travaillé dans les Grands Lacs, donc vous parliez de contaminants comme des métaux lourds, des hydrocarbures, des pesticides qui se retrouvent dans ces sédiments-là. Comment se porte le bar rayé, justement? Le bar rayé est une espèce que, quand j'habitais, quand j'étais très jeune, dans la région de Rivière-du-Loup, surtout en été, et même plus en amont, jusqu'à Saint-Michel-de-Bellechasse, Beaumont, ces endroits-là, on allait à la pêche au bar rayé. Mais le bar rayé a complètement disparu et il a fait un retour récemment. Alors, on a pensé à l'époque que la raison pour laquelle le bar rayé aurait pu disparaître, c'est que dans les années 50, je crois, jusque dans les années 60, on a fait un dragage sur une très grande surface dans la voie maritime, qu'empruntent les bateaux, entre Québec, l'île d'Orléans et la région de l'île aux Coudres. Et dans ces coins-là, il y avait des bancs de sable, il y avait des accumulations de sédiments qui étaient des frayères pour des poissons de l'estuaire. Et en dérangeant ces frayères, eh bien, on a perdu une grande partie de la population. De bar rayé, donc. La Société des traversiers du Québec prévoit de draguer chaque année 60 000 mètres cubes de sédiments dans la région de Rivière-du-Loup. Là, l'autre projet de dragage qui pourrait avoir des impacts et des enjeux spécifiques. Il y a eu le Bureau d'audience publique sur l'environnement qui a donné un avis. Quels sont les impacts de ce projet, peut-être, M. Michaud? En fait, les impacts sont, comme on disait, il y a les deux volets, les impacts directs et indirects. Dans ces cas-là, l'évaluation a été que si on peut trouver une période pour restreindre les impacts directs, le projet a été jugé acceptable. Mais il y a quand même ces inconnus qui sont ces effets indirects à long terme sur l'exposition des différents contaminants et les effets sur les populations de proies, de poissons dont se nourrissent les belugas. C'est parmi l'ensemble des activités humaines dans le Saint-Laurent. Je veux dire, il faut regarder l'ensemble, évidemment, puis c'est ça notre grand défi. Et parmi l'ensemble de ces activités-là, le dragage n'est qu'une des activités qui ont un effet potentiel significatif sur les populations. On peut pas arrêter toutes ces activités-là, mais pour chacune d'entre elles, on a un devoir, puis on comprend de plus en plus pourquoi, on a un devoir d'en atténuer les impacts. Mais je pense ça nous amène à une réflexion un peu plus large, c'est que toutes ces activités-là sont commandées, sont rendues nécessaires par notre mode de vie qui s'accélère et on consomme beaucoup, on produit, on consomme, on transporte énormément de biens. On transporte beaucoup de personnes aussi, des traversiers, c'est aussi des personnes que ça transporte. Et que si on maintient ce rythme de croissance de nos activités, ben tous ces autres activités-là qui sont nécessaires à maintenir ce flux d'énergie, ce flux d'activité qui, lui, n'est peut-être pas soutenable, ben on va faire face à des défis comme ça. On peut pallier, on peut atténuer les impacts, mais si on veut véritablement réduire ces impacts-là, il faut revoir l'ensemble de nos activités et commencer le plus rapidement possible à en réduire le volume. Moins on va transporter de matière, moins on va se déplacer, nous, comme humains, moins on aura besoin de draguer, de faire des lignes de transmission, d'exploiter d'autres ressources. On doit regarder chacune des activités-là une à une, mais à chaque fois qu'on fait l'exercice, ça nous ramène quand même à la question première, c'est que si on veut maintenir ce niveau-là d'activité, il y aura des impacts. Alors, il y a deux façons de le faire. On réduit nos activités ou on y va une activité à la fois pour voir comment on atténue. Et le défi est très, très grand. Mais on a tous une petite contribution qu'on peut faire dans cette équation-là en réduisant notre rythme et notre consommation, entre autres.
peut-être que ça enlèvera quelques tonnes de sédiments à déplacer. C'est assez impressionnant combien de sédiments, de roches, de pierres, de minerais, de matières premières on déplace à chaque année d'un endroit à l'autre pour soutenir notre rythme de vie. Alors, l'histoire du dragage à Rivière-du-Loup, ce n'est qu'un de ces exemples-là dans le grand portrait global de nos activités et de leur impact sur les autres espèces avec lesquelles on partage la planète. Oui, Monsieur Effectivement, Robert. Ce qu'on a oublié, c'est que à partir du moment où on a commencé à se préoccuper de l'environnement et à faire des études environnementales pour des projets, à ce moment-là, et aujourd'hui encore, c'est la même chose, on étudie l'impact d'un projet, d'un autre projet, mais personne n'a fait un suivi de l'impact cumulatif de chacun de ces projets. Eh bien, c'est ce dont Robert parlait, c'est que maintenant, on se retrouve avec des gens partout, des activités partout, et le cumulatif de tout ça, on le voit en ce qui concerne les changements climatiques, le CO2 qui s'est accumulé. Bien, au départ, on en faisait un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on faisait des émissions moins élevées que maintenant à chaque endroit. Maintenant, on fait des émissions plus élevées et partout. Alors, pour les sédiments, c'est la même chose. Pour la contamination de l'estuaire, c'est la même chose. On multiplie le nombre de marinas, on multiplie le nombre de passages de navires, on multiplie le nombre d'activités. Eh bien, ça donne un résultat maximum négatif pour les espèces qui y vivent. Et on a vu des changements dans l'estuaire du Saint-Laurent depuis des décennies. Il va y en avoir d'autres si on n'est pas prudent. Oui. Si on se met en mode de solution pour terminer, comment les compagnies prévoient-elles justement d'atténuer les effets sur les espèces, M. Michaud? Pour ce qui est du dragage, pour ce qui est du dragage dont on parlait, c'est les agences gouvernementales qui font ces évaluations-là et qui imposent en quelque sorte des conditions qui vont avec les permis de dragage. Dans le cas du dragage à Rivière-du-Loup, on y a été par la gestion de la fenêtre temporelle, c'est-à-dire qu'on veut limiter ces activités-là. On limite ces activités-là à l'automne pour éviter les impacts qu'on pense serait maximal au printemps pendant que les femelles sont enceintes, par exemple. Et on impose aussi aux promoteurs des programmes de surveillance. Ces programmes-là sont imparfaits, mais il y a quand même des développements qui fait. Il y a un souci de les rendre de plus en plus efficaces. Vous savez, détecter des belugas qui se déplacent de la surface le jour, quand les conditions sont belles, quand il n'y a pas de brume, ça va assez bien. Il fait pas toujours beau. Des fois, il y a de la brume, puis souvent, les travaux se poursuivent la nuit. Puis alors là, la détection devient de plus en plus difficile. Ça se fait de façon acoustique. Ça aussi, c'est imparfait, mais c'est quand même une amélioration. Alors, on a vu les méthodes de détection se bonifier d'une année à l'autre. Je pense qu'on fait un peu mieux qu'on faisait avant. Est-ce qu'on fait assez pour rétablir les belugas? Je ne sais pas si on va jamais en faire assez, mais je pense qu'il faut continuer ces efforts-là. Je pense que c'est des animaux, les belugas en particulier, qui sont particulièrement résilients, même si la population ne s'est pas rétablie. Ils sont encore là, ils se maintiennent et tous les efforts qu'on fera, même minimes, valent la peine d'être faits. Au-delà de protéger les belugas comme tels, chaque fois qu'on se pose la question de comment on peut diminuer nos impacts, je pense qu'on apprend à vivre un peu mieux entre nous et avec les autres espèces. Alors, c'est un des problèmes auxquels font face les belugas. On a des solutions dans ce cas-là. Il faut les suivre, mais jamais oublier, jamais perdre de vue les questions plus globales. Est-ce que vraiment notre rythme de vie est soutenable présentement? Parce qu'il génère toujours des problèmes comme celui-là, qu'on peut atténuer de tant bien que mal, mais c'est à l'origine, c'est le problème initial qui devrait attirer notre attention un peu plus souvent et de façon plus soutenue. Oui, tout à fait. On parle donc de surveiller les chantiers, de suspendre le dragage ou décaler même le dragage pour qu'il y ait moins de risques pour les belugas. On parlait aussi, ça a été évoqué pour Rivière-du-Loup, de déplacer les marinas. Donc, M. Belland, à votre tour, les solutions? Bien, écoutez, la solution, elle est là. Mais personne ne veut la faire, la prendre, la suivre. La solution, c'est de réduire le nombre et le volume et le total des activités humaines sur la planète.
C'est aussi simple que ça. On ne peut pas imaginer résoudre le problème des changements climatiques sans diminuer le volume de nos activités. Ça s'adresse à toutes les activités que nous faisons. Agriculture, déplacement, transport, industrie. On est en train de couvrir les océans avec du plastique. Il y a des billes de plastique microscopiques dans chacun de nous. Ça a des effets et on ne pourra pas réduire ça sans réduire le niveau total des activités humaines. Je sais que les gens disent que ça n'a aucun sens. Eh bien, si personne ne veut faire ça, préparez-vous. On aura pas seulement de problème avec le réchauffement climatique. Oui, on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais il y a aussi la perte de biodiversité. Si je vous entends bien, M. Bélan. Ben oui, écoutez, ça va tout ensemble. Pourquoi il y a tant de CO2 dans l'atmosphère? C'est juste une mesure de l'activité humaine. Pourquoi la biodiversité diminue? Les gens disent, ah ben oui, le climat change. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a trop d'humains partout qui font tout. C'est ça qui fait diminuer la biodiversité. Oui, donc c'est un petit peu de notre faute. Et donc on a un petit peu une part de solution chacun? Tout est de notre faute. On a chacun une part de solution. Il ne faut pas penser qu'on va s'en sauver avec des automobiles électriques. Hein? Très bien. Prenons des automobiles électriques, mais arrêtons d'acheter des automobiles au rythme actuel où, à chaque année, il y a de plus en plus d'automobiles partout. Ça veut dire plus de kilométrage, plus de mouvements, plus de construction industrielle. Ça ne réglera pas le problème de passer d'une auto à essence à une auto électrique. Non. Pour y arriver, au Québec, il va falloir harnacher des rivières pour produire plus d'électricité. Mettre des éoliennes. Les gens ne veulent pas d'éoliennes, ne veulent pas de barrages, mais ils veulent continuer à rouler. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Pierre Bélan, spécialiste du milieu marin biologique, de la contamination de la chaîne alimentaire et de ses effets, et de Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez notre émission, partagez-la aussi sur vos réseaux favoris. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Je vais vous donner la page sciencepresse.qc.ca pour mieux apprendre de ses impacts sur le dragage dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.